C'est la première fois que l'on accueille un paysagiste, un métier dont on parle beaucoup sans trop savoir ce qu'il est très précisément. Et c'est à cela peut-être qu'on va s'employer ce soir, c'est essayer d'expliquer au mieux ce que c'est qu'un paysagiste, comment on devient paysagiste, à quoi sert un paysagiste, comment il travaille, avec quels outils, comment il collabore avec les autres, quel sens politique peut avoir l'action d'un paysagiste, comment ça s'inscrit dans la société, comment ça peut même être le moteur d'évolution d'une société. Enfin, toutes ces questions, comme c'est un métier public, ce sont des questions qu'on est pratiquement obligé de se poser. Pas à propos des paysagistes, mais les paysagistes eux-mêmes se les posent. Alors, Michel Déving, c'est un paysagiste qui est aujourd'hui en France l'un des plus connus. Son nom est... On peut s'amuser en disant « Qu'y a-t-il de commun entre Renzo Piano, Herzog et de Meuron, Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Christian de Porzampar, Norman Foster et quelques autres ?» C'est Michel Déving, voilà, en gros. C'est peut-être la première fois qu'on voit un paysagiste travailler à une échelle internationale. Enfin, français, je parle, hein, pas du monde anglo-saxon. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu avant toi quelqu'un qui ait eu cette possibilité de travailler dans des contextes aussi différents. Tu me contrediras si je me trompe. Mais on va commencer par une chose, c'est comment on se retrouve à avoir la vocation paysagiste. Je me souviens que moi, quand j'étais un jeune homme, je ne savais même pas que ça existait. Donc, je connaissais des jardiniers, mais paysagiste, c'était un mot que je ne connaissais absolument pas. Donc quoi, quand tu étais un jeune homme, un lycéen, quand tu as eu ton bac, tu voulais être paysagiste? Tu savais ce que c'était? Prends le micro. Je ne sais pas. Si, tu dois savoir. Hein. Bon, ce n'est pas théorisable, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait intéressant. Mais non, il y avait... quand j'avais 15 ans, oui, j'avais vu que ça existait. Et bon, je n'avais pas très bien compris, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis j'avais oublié, j'ai eu mon bac extrêmement tard, donc je pense à des tas d'autres choses qu'à ça. Et puis oui, non, c'est une question très, très importante que tu poses, mais comme tout parcours d'adolescent, je crois que ça relève largement du hasard, sauf que non, je crois que je voulais faire ça. Et puis quand j'y pense un peu, sans y penser trop, je me rends compte que j'ai passé mon enfance dans des jardins et toujours, et que j'avais ce besoin d'imaginer des choses à l'extérieur. Donc, on continue dans ce genre-là, mais alors là, c'est pas du tout l'objectif que tu t'es donné. Non, si, c'était juste une espèce d'introduction pour savoir comment on rencontre ce métier-là. Avant de le pratiquer, il faut bien le rencontrer. Donc on dira des choses sérieuses tout de suite après. Oui, d'accord. Ouais. Mais effectivement, j'ai passé mon enfance dans la neige, j'habitais dans la région la plus froide de France, il y avait toujours de la neige, et j'ai passé mon enfance à dessiner des choses dans la neige, dehors évidemment, et comme tous les enfants, des routes, des collines, des petites villes pour jouer avec des petites autos, je ne sais quoi, mais en tout cas j'ai passé mon enfance à dessiner dans la neige. Et ça compte. Tu commences, en tout cas ce qui est publiquement connu, tu fais de la biologie, la botanique plutôt, la botanique et de la géologie. C'était déjà dans l'intention d'aller vers l'école de Versailles parce que ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est que la création de l'école de Versailles, en tant qu'entité autonome, c'est 76. Hein. Et tu as été diplômé de Versailles en 79. 84. 84, ah, t'es rentré en 79. Donc c'est vraiment au tout début de l'école. Donc lorsque tu étais en botanique, etc., c'était déjà l'intention d'aller à Versailles? Oui. Alors j'étais vraiment un lycéen assez médiocre. Mais je sais pas, j'ai eu la meilleure note de France en sciences naturelles. Du coup, forcément, je trouvais qu'il y avait un sens, parce qu'il y avait deux possibilités. Mais je dirais une chose sérieuse immédiatement. Après ça, effectivement, à cette époque-là, on rentrait dans cette école de Versailles, comme c'est le cas encore aujourd'hui, après un premier cycle. Mais il y avait, à cette époque-là, une grande ouverture d'esprit, ce qui fait qu'on y rentrait en ayant fait soit de l'architecture, 2 années d'architecture, soit 2 années d'université principalement liées au milieu vivant, soit, et c'était le cas de beaucoup d'étudiants, une école de lettres, enfin un premier cycle en lettres. Et le fait qu'il y ait un tiers d'étudiants venant d'architecture comptait beaucoup. C'était des étudiants d'architecture qui décidaient de devenir paysagistes
à leur troisième année. Ce qui a fait que pendant quelques décennies, cette école avait une mixité dans les origines des étudiantes qui était très très bonne. Ce n'est plus tout à fait le cas pour des raisons à la fois louables et discutables. Donc aujourd'hui, on privilégie des étudiants qui arrivent des écoles du ministère de l'Agriculture et souvent qui ont fait des BTS. C'est aussi lié à une ouverture sociale d'élèves boursiers, donc qui ont parfois fait des choix de cycles plus courts et qui ont la chance ensuite de pouvoir intégrer cette école via le concours. Mais il n'y a plus d'étudiants qui viennent d'architecture à l'école de Versailles. Alors ça, c'est complexe parce que on me dit que le micro est beaucoup trop bas. Vous m'entendez mieux? Donc je crois que ça éloigne un peu de ce que tu veux dire, mais je pense qu'ici beaucoup de gens... On change de micro si tu veux, tiens. Ah oui. C'est mieux? Oui. Oui, c'est mieux. Ah oui, tu m'as suivi le truc. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, pour des raisons multiples, aussi parce que les écoles de paysage ont proliféré depuis, et peut-être aussi les écoles d'architecture ont développé une formation liée au paysage, il y a peut-être eu une certaine dilution dans cette formation et dans cette ouverture qui a pu exister, et c'est un peu dommage. Et notamment, je m'étonne qu'il n'y ait plus de candidats à l'école de Versailles qui viennent d'architecture, comme si ces écoles d'architecture s'autosuffisaient et pouvaient donner cette formation qui, je crois, est très singulière. Et je ne suis pas sûr que les quelques-uns d'entre nous, et j'y participe, qui intervenons dans les écoles d'architecture, suffisent à donner une formation de paysagiste. Pourquoi tu penses là que ça ne suffise pas? Parce que c'est quand même, quelles que soient les écoles, elles sont encore aujourd'hui dominées par des maîtres d'œuvre, par des gens qui savent ce que c'est que de faire projet. C'est quand même le point central de la pédagogie dans les écoles de paysage. Alors y aurait-il, alors le débat commence peut-être d'une manière un peu trop particulière. Alors plus largement, je travaille très souvent avec des urbanistes, des architectes, etc. Et sans aucun sens du corporatisme, vraiment, je suis certain que nous avons des points de vue et des capacités à sentir les dimensions des lieux très différentes. L'une des qualités les plus importantes dans notre métier, c'est celle d'être capable de lire un lieu, d'en comprendre l'échelle, d'en comprendre la mesure. C'est toujours très difficile. Et comprendre un espace à l'extérieur sans repère construit, et ils sont tous très différents, entre un hectare d'une forêt, un hectare d'une place, un hectare de rivage, etc., c'est très difficile de sentir la dimension. Et ce n'est pas du tout les mêmes capacités que de sentir un espace intérieur. Je fréquente beaucoup les architectes, et je vois bien que je ne vois pas la même chose qu'eux. La perception que j'ai de l'espace intérieur n'est pas celle d'un architecte, d'un vrai architecte. Et inversement, je crois que j'ai un sens des dimensions dehors qu'ils n'ont pas. Et puis une compréhension des mécanismes. Ce qui fabrique un paysage, mécanismes géomorphologiques ou même des mécanismes humains, enfin des pratiques agricoles par exemple, je regarde un paysage avec une conscience précise, enfin précise c'est pas le mot, avec une certaine conscience ou certaines projections parfois du travail qui les façonne, qu'il soit l'œuvre de phénomènes naturels ou du travail de l'homme. Et ceci relève d'une attention particulière, d'une culture particulière. Donc ce n'est pas la chasse gardée de quelques-uns, tout le monde peut le faire, sans doute. Mais on se dédie à cela. Moi j'ai beaucoup de doutes, c'est mon point de vue là encore, sur des professionnels qui prétendent faire tout, être paysagiste, urbaniste, architecte. Oui, peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse être bon partout. Je suis même sûr que non. Enfin, c'est par expérience personnelle. Non, je veux dire, ce sens de la mesure, cette capacité à comparer les choses, cette culture est bien particulière et c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Par exemple, moi, je m'interdis de dessiner des objets. Je pense que c'est autre chose. C'est un autre point de vue et peut-être un autre sens de l'échelle, une échelle ergonomique qui n'est pas la mienne. Donc on revient, et après il faudra qu'on parle de ce métier, parce que je crois que c'est très important ce que tu demandes, mais par rapport à cette école, en effet, l'ouverture et la présence d'architectes qui se dédient
à cette formation, je la trouve assez formidable, très différente d'architectes qui se disent je vais quand même avoir une petite formation au cas où, c'est-à-dire pour élargir ma clientèle ou le champ de mon activité au cas où. Ça, je ne trouve pas intéressant. Par contre, qu'un jeune architecte, et j'en ai plein dans mon bureau, il y a autant dans mon bureau d'architectes que de paysagistes, mais qu'un architecte dise, moi, je sens que c'est ça, je serai paysagiste, peu importe au fond le parcours du départ, ça je comprends. Mais à la fin des années 70, là, quand l'école est constituée et que tu étais étudiant à Versailles, comment on définissait le métier de paysagiste? Là, à l'époque, c'était Michel Corajou principalement qui était on va dire le leader, dans le bon sens du mot, de l'école. Il était presque pionnier de la fabrication des contours de ce métier. Donc comment l'école dessinait justement le métier de paysagiste, ce qui a été d'ailleurs la chose qui t'a formé toi. Souvent, tu as parlé d'une école française, d'ailleurs. Oui, alors, trop de questions. Ouais. Non, prends-les une par une. Non, je ne suis pas historien. De vrais historiens pourraient être agacés par ce que je dirais maintenant. Mais quand même, on doit se rendre compte que l'après-guerre en France était une situation particulière pour l'architecture et bien pire encore pour la pratique du paysage. Il y a eu une dévastation, enfin tout le monde le sait pour l'architecture, mais pour le paysage on le sait encore moins. Je sais pas, on sait que lors de la reconstruction, toute proportion égale, il y avait 5 fois plus d'architectes en Allemagne qu'en France. On sait que l'architecture a été cantonnée dans un ministère qui n'était peut-être pas le bon. On sait que les ingénieurs ont pris le pouvoir partout en ce qui concerne la fabrication de la ville. Et alors pour le paysage, bien pire. C'est-à-dire ce métier était devenu, me semble-t-il, un métier de gentils décorateurs qui venait bien après que les ingénieurs aient décidé d'où on installerait les routes, d'où on installerait les quartiers, du comment on ramasserait l'eau, de comment on s'orienterait. Et un paysagiste venait, ça se voit le long des autoroutes françaises, installer une végétation décorative. Je pense d'ailleurs que paradoxalement, les paysagistes en place construisaient beaucoup plus que ceux que nous ne construisons aujourd'hui. Il faut imaginer que la construction des villes nouvelles, le développement des grandes infrastructures, autoroutières, aéroportuaires, a été sans doute, a donné une commande ahurissante. Je pense que les paysagistes de cette époque ont construit beaucoup plus qu'aucun de nous ne le fera jamais. Mais Mais est-ce que ce n'étaient pas des ingénieurs plutôt qui s'occupaient de ça que des paysagistes comme toi tu peux l'être? Leur formation déjà à Versailles, elle s'est requalifiée, mais était celle d'ingénieurs horticoles qui donnaient d'ailleurs beaucoup de professionnels dans les villes, les ingénieurs des services de ville, et puis des praticiens, ingénieurs horticoles qui devenaient paysagistes éventuellement. Donc en fait, on pourrait dire que, sauf exception, évidemment il y en a toujours, c'est un métier qui avait été cantonné à un rôle assez mineur de décorateur plutôt ringard. C'était pas l'endroit le plus sexy. Donc on en était là. Et c'est vrai que Michel Corajou a amené parce qu'il avait, lui, cette culture complexe. Il était à l'AUA, donc avec des urbanistes, des architectes, et il avait fait les arts déco. Et tout d'un coup, il a amené une distance sur l'ensemble des compétences nécessaires pour agir sur la ville. Parce que peut-être justement que l'intérêt du paysage, c'est la possibilité de déterminer des choix, c'est-à-dire où installe-t-on les routes, où installe-t-on les quartiers, en fonction d'une conscience de ce qu'est le paysage. C'est ce qu'il a amené principalement. Et progressivement, il a restauré un support conceptuel. Alors, pour en discuter, mais je crois oui. Et il est largement à l'origine de cette école française. Et je dirais une chose après sur notre isolement français à ce moment-là. Mon micro n'est pas au bon endroit. Mais je croyais qu'on m'avait donné un micro autrement. Mais... Non, les micros autrement, c'est fait pour enregistrer le son de la caméra. Donc là, on est obligé de faire comme à la télé. Oui, qu'est-ce que j'entends par école française ? Et c'est vraiment lié à Michel Corajou. C'est une capacité à déceler, à comprendre ce qui est là, à en comprendre les mécanismes, et à transposer ce qui est là dans un projet. Enfin, ces mécanismes à l'œuvre dans un projet. Alors ça veut dire quoi ? Mais déjà une attention à l'existence, c'est-à-dire comprendre qu'il y a une structure, il y a des formes, il y a une culture qui a donné les formes que l'on observe dans un paysage, et que le projet consiste à transformer ce qui est déjà à l'œuvre,
pour des nécessités nouvelles et pas seulement à poser un modèle ou avoir des attitudes stéréotypées. Et cette sensibilité... qu'en matière de paysage, il n'y a pas de table rase, ça n'existe pas. Oui, mais en réalité, c'est vraiment un apport français. C'est-à-dire cette conscience alors, je parle de l'après-guerre. On reviendra à une histoire plus large ensuite. Mais j'ai la conviction que dans les années 80, si les Hollandais, si les Espagnols aussi ont eu tout d'un coup, sont apparus avec un très grand succès pour leur fantaisie, pour leur fantaisie, peut-être leur talent et leur innovation plastique parfois, ce n'était en tout cas pas du tout pour les mêmes raisons que cette école française qui était liée à une attention très scrupuleuse à ce qui est là et à entrer en conversation, comme le disait Corajou, avec ce qui est là. Alors c'est dit d'une manière peut-être un peu trop rapide et c'est plus facile avec des exemples, mais c'était à ce moment-là une spécificité. Et je crois que c'est toujours le cas. Enfin, moi, je travaille dans 20 pays, j'enseigne aux États-Unis, et je me rends compte que c'est toujours le cas, même si beaucoup nous ont rattrapés très large, nous ont rattrapés. Ces informations aujourd'hui circulent très vite. Les professionnels français travaillent et enseignent dans beaucoup d'autres pays. Donc, c'est une culture qui a largement essaimé. Sauf que, alors je suis trop rapide dans tout ça. Non, mais je t'arrêterai s'il y a des choses qui manquent. Sauf que, par exemple, alors j'essaie de donner des exemples. Moi, j'ai enseigné il y a déjà 18 ans à Harvard, et justement, je suis arrivé avec mes petits bagages français en disant, mais attendez, on va... Alors qu'est-ce que j'ai proposé il y a 18 ans? Je disais, mais il m'a semblé qu'à Boston, il y avait énormément... Je suis allé habiter là-bas carrément 2 ans, et je me dis, mais quand même, à Boston, il y a énormément de terrains délaissés, une industrie largement en déshérence. Et l'hypothèse était de dire tout ceci mute, mais ça mute en 30 ans, comme partout. Même en Chine, d'ailleurs, même dans des pays très actifs, il faut 30 ans pour transformer fortement un territoire. Donc l'hypothèse, avec ces étudiants, est de dire attendez, on va faire un inventaire de ces terrains en déshérence et on va imaginer des projets pour que pendant 30 ans, quelque chose se passe. C'est-à-dire, on commence, en transformant ce paysage, à donner les ferments de la transformation urbaine, créer les conditions pour que cette ville mute plutôt qu'accepter le terrain vague pendant 30 ans, ce qui est un thème que je continue à croire très très sérieux. C'était complètement nouveau à Harvard, là où mes confrères qui enseignaient faisaient du quasi-design, c'est-à-dire tout d'un coup on faisait la Highline. C'était le moment où James Corner, grand ami qui enseignait à Penn et d'ailleurs à Philadelphie, mais pas il faut préciser ce que c'est que la Highline. Les gens qui ne sont pas allés là-bas ne connaissent pas. La Highline, donc la transformation de ce chemin de fer abandonné, avec brio, d'ailleurs magnifiquement dessiné, un soin... Mais c'est effectivement du design. Et c'était il y a 18 ans, je me rappelle, alors maintenant il y a des guerres entre Diller, Scofidio et James Corner. Moi je me souviens d'avoir vu les dessins de James Corner à peine, il y a 18 ans, où il dessinait ces lames de béton. Ça a mis un certain temps à se construire comme on a vu, mais très très bien. On était dans un design extraordinaire. Et moi, j'ai débarqué, les gens ne comprenaient pas très bien ce que je faisais, c'était étranger. Aujourd'hui, à l'inverse, j'enseigne de nouveau depuis 2 ans à Harvard, tout le monde s'est rué dans cette dimension territoriale. Mais comment? Quelle est la pratique territoriale réelle? C'est la cartographie. Je veux dire, le grand... Donc on s'intéresse aux mécanismes et on les cartographie instantanément. Quand on a commencé il y a 18 ans, on n'avait pas d'ordinateur. Il y avait, mais... 2-3 hurluberlus essayaient de se distraire avec ça, mais on faisait des choses beaucoup plus simples, avec des grandes maquettes, des collages, des choses beaucoup plus rapides. Mais depuis, la cartographie occupe le terrain, c'est le cas de le dire. Recouvre, se substitue au terrain, évidemment, et je vois... alors, on voit, vous savez, à Harvard, c'est intéressant comme école, il y a une loterie quand on débarque pour présenter son atelier. Chaque prof présente son truc. Et alors aux États-Unis, c'est formidable. Chacun arrive avec... c'est grand, il faut un continent, il faut un pays assez grand, il faut une catastrophe naturelle annoncée, et il faut sauver la situation. Ça, c'est américain. Mais ça ressemble assez fort à ce que je vois aussi dans les revues. Donc, évidemment, l'inondation, ça c'est... Avec le réchauffement climatique, on peut commencer à éponger. Donc, on cartographie cette catastrophe annoncée, et on cartographie tout, le vol des avions, le mouvement des ailes de papillons, etc., etc. Donc on produit des cartes, souvent très belles.
de moins en moins belles. Mais qui ont une utilité? Non. Mais oui, comme tous les projets. Ni plus ni moins, je veux dire, soyons modestes, comme beaucoup de projets. J'ai dessiné beaucoup de projets qui ne se construiront jamais. Ils n'avaient pas d'utilité non plus. Donc je n'en sais rien si elles ont une utilité. Mais ce qui m'inquiète, et ça c'était annoncé dans les années 80 par Baudrillard et d'autres, c'est que ce simulacre suffit et qu'on se satisfait de ces simulacres. Il se substitue largement à l'idée qu'on pourrait agir sur le réel et parfois même à l'observation réelle, à l'observation physique, enfin précise, de cette réalité. Tu racontes ça comme un dévoiement justement de l'école de l'esprit français? Non, parce que je pense que je vois des dossiers d'étudiants qui postulent pour travailler dans mon bureau et je vais un peu à Versailles et je vois que toujours il y a cette attitude assez sérieuse, assez laborieuse même parfois de disséquer un paysage, ce qui lui donne vie est d'imaginer comment on peut agir sur ces mécanismes, mais d'une manière assez rurale finalement. Donc ce qui est une grande qualité, parfois un défaut, les résultats, les dessins que présentent les étudiants de l'école Versailles ne sont pas toujours très à la mode. Mais finalement, je les aime bien, parce qu'ils posent des vraies questions et qu'ils imaginent de véritables leviers pour agir sur ces territoires. Mais ce que tu dis n'est pas complètement étranger quand même à la tradition américaine. La génération des paysagistes américains du 19e siècle, c'était des gens qui étaient extrêmement attentifs au territoire lui-même avant même de commencer à intervenir. Ils en avaient une connaissance géographique plutôt fine, non? Bien sûr. Alors, ça fait partie de ta formation, ça aussi. Alors, j'y reviens. Alors, ce que je disais n'était en aucun cas anti-américain. Disons que c'était un portrait des dernières décennies dans nos pratiques, où en effet, avec Corajoux, très inspiré par l'école italienne, entre parenthèses, d'architecte, très inspiré par Grégotti dans sa capacité à décrypter un territoire. D'ailleurs, Migueriou du Centre Pompidou montre comment ces Italiens formalistes ont eu paradoxalement une énorme influence, par exemple sur Remcolas. Mais je me rends compte que nous avons été éduqués dans les années 80 avec ces travaux des formalistes italiens. Grégotti, par exemple. Donc, ces dernières décennies, nous avons développé, me semble-t-il, en France, cette attitude-là. Intérêt à observer des mécanismes et intérêt pour la ville. C'est-à-dire comment l'attention portée à ces formes du paysage peut déterminer des choix pour installer des routes et des villes. Ou transformer des villes, pas installer, transformer. C'est une chose. Ce n'était plus l'attitude de... C'était une attitude assez française, en effet. On parlait des Pays-Bas, on parlait de l'Espagne, on parlait aussi de l'Allemagne qui n'a pas développé cela à ce moment-là, depuis cette culture SM très largement. Et les Américains n'en étaient plus là, parce que la commande publique n'existait plus, ou n'existait pas vraiment. Donc c'est une addition de projets relatifs. Je fais beaucoup de projets aux États-Unis. C'était principalement des projets d'aménagement d'espace, d'aménagement de jardins parfois, mais la dimension territoriale, la maîtrise collective du territoire, existait faiblement. L'étalement urbain a quand même, on peut dire, démarré avec puissance aux États-Unis avant qu'on les dépasse aujourd'hui, nous. Mais historiquement, alors complètement, moi je suis un grand amoureux des États-Unis, notamment par ce que j'ai compris des travaux d'Olmsted, que je cite sans doute trop, mais qui étaient ignorés par les étudiants américains il y a 18 ans. Ah bon? Complètement. Alors c'était pas enseigné à Harvard? Non, quand moi, bien sûr en histoire, mais pas du tout comme une pratique de projet possible, parce que ces étudiants s'arrêtaient à une écriture, qui en effet est datée, on y reviendra, si je me rappelle. Mais ce que tout d'un coup j'ai découvert, c'est qu'en effet, un paysagiste, d'ailleurs très important à Harvard, très lié au philosophe Emerson Furrow, qui avait des chaires à Harvard, imaginait le développement très rapide des villes américaines en fin du 19e siècle, donc grande explosion industrielle, on développe les villes à tour de bras et le paysage est le déterminant du développement des villes. Alors je l'ai beaucoup regardé à Boston, où par exemple on installe des systèmes de parcs, tout le monde connaît ça, sur des rayons de 30 km pour drainer l'eau, pour desservir, pour viabiliser. La viabilisation ne procède pas par un ingénieur qui fabrique un égout, une route, des lampadaires, mais, parce que c'est ça notre viabilisation, c'est l'égout, puisqu'on fait une tranchée, autant la couvrir avec une route,
Et puis le long de cette route, pourquoi pas faire des trottoirs, des lampadaires, tous les réseaux, et on viabilise. La viabilisation d'Olmsted, c'est on fabrique un système de parc dans lequel on circule, dans lequel on récolte les eaux, et qui détermine l'ensemble des espaces publics d'un quartier et l'adresse des maisons qui viennent le long de ce parc. Je caricature, c'est pas si beau partout, mais je l'ai vu dans beaucoup de villes américaines, et je l'ai vu jusqu'aux années 50, puisque l'extension de Washington à l'ouest, dont je m'inspire très souvent, était faite par le fils d'Olmsted, fils adoptif, et on a des traces de 1900 à 1950 de la viabilisation d'un quartier immense, comme Saclay, je m'en sers de référence pour Saclay, où l'amplification d'une géographie naturelle, donc vraiment dans l'esprit du père, donc il a repéré 2-3 petites rivières qui étaient des égouts en 1900, littéralement il démultiplie la présence de ces géographies naturelles minables pour en faire l'ossature du développement de Georgetown, qui est maintenant une immense ville universitaire. Enfin, c'est tout l'ouest de Washington. Mais comment, puisque jusqu'en 1950, il a pu travailler dans cet esprit-là, comment ça a pu être oublié aussi vite entre 1950 et le moment où tu es arrivé là-bas? Doucement, moi, je n'étais pas né. Ben oui, je sais. Non, mais pas le moment où tu es arrivé à Harvard. Non. Alors, c'est très curieux, justement, parce qu'il y avait Olmsted, il y avait quelques très bons paysagistes qui ont fait des systèmes de parcs et des parkways, etc., qui ont été des personnages importants. Il y a eu aussi des paysagistes modernistes, Garrett Egbo, qui ont plutôt initié ces paysagistes designers excellents depuis les années 50 aux États-Unis. Mais il y en avait d'autres qui ont vulgarisé cette pratique, c'est-à-dire qui ont fait aussi des lotissements avec certes des voies plantées, mais sans esprit et rarement liées tout à fait à ce sens de la géographie naturelle. Il y a eu des verdouilleurs, comme on en a toujours. Donc, de ces maîtres, vraiment, Olmsted est un immense créateur. Ceci a été largement vulgarisé, plagié, galvaudé, au point qu'il y a pu avoir un dégoût même pour ce verdouillage, c'est-à-dire amener des voies vaguement courbes, plantées, qui auraient créé une sorte de condition. C'est ce que tu entends par un dévoiement par l'écriture, c'est-à-dire on n'a pas compris ce que tu appelles l'amplification géographique, on n'a retenu que l'écriture formelle du résultat. Oui, qui par ailleurs est datée. Même dans les... Alors oui et non, moi je vais tous les 15 jours aux États-Unis, donc je regarde à chaque fois avec curiosité. C'est l'écriture, le détail de l'écriture, c'est-à-dire la façon dont les chemins s'articulent, les croisements de chemins, tout ceci est très daté, 19e siècle. Par contre, le sens de l'espace, mais surtout l'inscription dans ce qu'était la géographie naturelle est fantastique. Gilles Tiberghien a traduit un texte de Smithson qui montre comment, d'ailleurs, Olmsted a réussi dans Central Park à trouver des rochers qu'on voit quand on se balade, à littéralement dénuder ces rochers et en faire des éléments clés de la structure. Ceci est un détail anecdotique qui a intéressé Smithson et Gilles Tiberghien. Par contre, à Washington, c'est fantastique. J'ai retrouvé par hasard enfin pas par hasard, des historiens travaillent dessus, donc c'est pas du tout un hasard, des historiens ont trouvé des photos des petits égouts à ciel ouvert qui étaient les anciennes rivières hyper polluées de la banlieue de Washington. Et on voit le projet du fils d'Olmsted qui en fait des parkways à étages. Donc on part du petit merdaillon, on l'amplifie énormément, on y installe toute la voirie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire pour nous, et j'ai convaincu, j'espère, certains avec ça, c'est que ce n'est pas l'ingénieur qui trace la voirie, l'urbaniste qui installe le quartier et le paysagiste qui vient faire un parc. C'est tout d'un coup une intelligence de la géographie naturelle qui détermine la voirie, c'est comment va-t-on circuler, comment va-t-on gérer l'eau, j'y reviens, ça compte, hein, un quartier c'est beaucoup d'eau, où seront les bâtiments. Et bien sûr, ce système d'espace public détermine la forme des quartiers. Enfin, c'est extraordinaire, c'est tout différent. C'est-à-dire que la conscience du paysage détermine tous ces choix successifs. Le paysage est l'élément qui fédère ces choix-là. Et alors, pour en venir à la profession, je me réjouis aujourd'hui que certains d'entre nous, et surtout moi, puissions être, enfin ça c'est une blague, les mandataires d'équipes qui réunissent des urbanistes, des architectes, des ingénieurs. Le paysagiste est leader de grandes équipes.
je le suis pour Saclay, je le suis pour Valence, je le suis pour le centre-ville de Marseille, avec des jeunes archis, Foster, de Porzampar. Et ça, je m'en réjouis. Et Xavier de Guetter et Floris Alkemade, enfin des gens que j'aime beaucoup. Et puis un Gérop, et puis Aegis, et puis toutes ces grandes machines. Et ça, c'est un progrès. Mais ça passe même dans l'esprit des urbanistes. Jean-Louis Subilot, il a dit plus d'une fois maintenant qu'il pensait que le paysagiste devait arriver le premier, quoi. Oui, c'est grâce à lui qu'on est là. Mais c'est fragile. Donc ceci est arrivé, mais disons que dans une concurrence un peu acharnée en ce moment, parce que les projets ne courent pas les rues, pour le coup, c'est une situation extrêmement fragile. Donc, voilà, parenthèse fermée sur la fragilité, mais sur, effectivement, c'est moins linéaire qu'on pourrait l'espérer, notre discussion, mais on voit bien qu'en effet, une histoire, notamment américaine, nord-américaine, extrêmement forte, des références extrêmement puissantes, et on me dit d'ailleurs que mes confrères d'avant 77, lorsqu'ils ont agi sur les villes nouvelles, notamment à Cergy-Pontoise, sont allés aux États-Unis. Ce n'était pas non plus inconnu, les systèmes de parcs. Tout le monde connaissait Homestead. Non, mais surtout qu'il y a même des Français qui, au XIXe siècle, ont écrit sur les systèmes de parcs. Non seulement écrit, mais agi aussi. Oui, agi, Forestier. Oui. Voilà. Donc c'était une chose qu'on connaissait, mais quand même, la puissance de ce qui a été édifié, c'est-à-dire quand on prend toutes les grandes villes américaines, on en cite quelques-unes au passage, parce qu'on pense à Central Park, mais il y a tous les River Park. Pour New York, le système de Boston, énorme. Chicago, San Francisco, Minneapolis, etc., etc. C'est-à-dire toutes les grandes villes américaines ont donné lieu à la création d'immenses systèmes de parcs. Mais on parle de dizaines de kilomètres. Forestier n'a pas fait ça. Il y a eu des œuvres, mais il n'y a pas cette puissance dans la réalisation. Enfin, les villes américaines ont été très larges. Leur développement fin 19e et début 20e sont largement déterminés par ces travaux de paysagistes. Et nous n'avons pas eu ça, c'est clair. On n'a pas eu ça. Alors, mais justement, puisqu'on ne l'a pas eu, est-ce que ça a une pertinence dans le contexte français, cette attitude-là, cette organisation comme ça de travail sur le territoire avec une priorité, pas d'arrivée du paysagiste? Forestier l'avait démontré, mais le contexte est tout différent. Fin 19e, expansion des villes, développement de villes nouvelles. Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Il y avait aussi de la transformation. Mais nous sommes dans une situation extrêmement différente, puisque nous sommes dans une période où nos villes ne sont que dans une période de recomposition, au mieux. Nous ne sommes pas en train de fabriquer des villes nouvelles, nous ne sommes pas en train de fabriquer des villes. Nous sommes dans on le sait bien, 300 000 logements par an, donc c'est rien. C'est pas avec ça nous ne sommes pas en train de fabriquer des villes. D'ailleurs, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas en soi un problème. C'est plutôt, on a la chance d'être dans des pays déjà très développés, au patrimoine construit important, et peut-être à la richesse suffisante pour envisager des recompositions profondes. Nos villes ne sont pas satisfaisantes, on y reviendra tout à l'heure. L'étalement urbain est une chose qui me terrifie. Nous sommes dans la situation de recomposer nos villes. Donc le problème est très différent. Ce n'est pas l'expansion, c'est la recomposition. Mais justement, s'agissant de recomposition, sur quoi peut-on s'appuyer? C'est-à-dire, on a enfin, allons-y. On a fabriqué un étalement urbain qui n'a même pas la vulgarité américaine, je veux dire, qui est minable. Enfin, on est dans l'addition individuelle de cabanes, dans des situations que j'aime appeler situations de camp, c'est-à-dire sans aucune relation ni avec la ville ni avec la campagne. Je rappelle, campagne remembrée, parcellaire détruit, même pas de fossé, pas d'arbres, pas de chemin, et lotissement hors la ville, en plein champ, situation de camp. Oui, tout à fait. Avec Jean Nouvel pour le Grand Paris, on a identifié 800 km, ce qui doit être un peu faux, de grillage entre le fond du lotissement et les champs, pour le Grand Paris. Alors, c'est sûrement faux, on divise par deux, on n'est plus sûr, 400 km, c'est déjà pas mal. Mais à l'échelle de la France, c'est un vrai sujet de société. Comment recomposer cela? On y viendra après. Donc nous sommes dans une période de transformation où il faut savoir comment le faire. Ce ne sera pas en rasant toutes les maisons et en remplaçant ça par une ville idéale qui n'a aucun sens, évidemment. Donc nous devons, avec ce qui est là, avec ce patrimoine-là, avec cette ville-là,
recomposer nos territoires de sorte qu'il y ait des espaces publics, de sorte qu'il y ait une vie sociale, de sorte qu'on n'ait pas ces camps, tous étrangers les uns aux autres, reliés que par un centre commercial parfois. Donc le sujet est clé, et en effet, je suis convaincu que cette recomposition peut se faire très largement par le paysage, à l'image de ces systèmes de parcs, mais à rebours. Comment ça, à rebours? Pas à rebours n'est pas le mot. On ne fait pas d'abord l'espace public et la ville autour, la ville est déjà là, c'est une ville, et il s'agit d'y constituer ce réseau d'espace public. Alors, notion bête, quand on dessine un quartier en ville, les urbanistes réglementaires nous expliquent qu'on doit avoir 30% d'espace public. C'est-à-dire on construit en gros 50% des surfaces, mais 30% des surfaces sont des surfaces publiques, 15% dédiées à la voirie et aux espaces publics, 15% au parc et jardin. Un ratio totalement absurde, approximatif, mais qu'on retrouve souvent. Si on prend n'importe quelle carte de ce qui a été fabriqué au XXe siècle, on ne trouvera pas ces 30%. Ou, si on les trouve, ce sera sous forme de parkings de supermarchés, d'échangeurs, de réseaux autoroutiers, de rocades. Oui, il y a de l'espace public considérable. La voirie y est, aucun doute. Les 15% vont y être, et sans doute plus. Mais pas d'espace public comme on l'imaginerait. En tout cas, jamais comme ceux qu'on peut voir aux États-Unis. Donc nous n'avons pas, selon moi, construit les espaces publics à l'échelle des villes que l'on a construits. On les a construits d'ailleurs des architectes qui ont toujours été associés, il ne faut pas qu'ils se défilent. Donc aujourd'hui nous en sommes là, et je fais tout pour, c'est ce qui me motive, contribuer à cette recomposition. Installer de l'espace public dans cette ville. Ça pose deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui par espace public, qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on pouvait penser sous ce vocable-là au XIXe siècle, ni même au XXe. Voilà. Et l'autre chose, est qui c'est qui est le plus apte à fabriquer de l'espace public. En quoi le paysagiste peut apporter quelque chose de singulier et même peut-être une efficacité ou une subtilité plus grande que ce que les architectes sont censés faire, parce que jusqu'à présent, ça leur a toujours été leur destin de fabriquer de l'espace public. Alors, la première question, qu'est-ce que ce serait cet espace public? Alors c'est une question d'échelle, justement. C'est l'air de rien, sans vraiment l'avoir réalisé. Les villes du XXe siècle ont eu un développement énorme. Je veux dire, on a tellement l'obsession des centres-villes qu'on n'arrive pas, enfin moi je n'arrive pas souvent à avoir la conscience de l'addition de tout ce qui s'est fait au XXe siècle. Et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Enfin, voilà, je pense que... L'addition en entier, c'est irreprésentable, de toute façon. On peut pas... Si, bien sûr. Enfin, tout le monde dit... Alors, il y a eu un article récent dans le Moniteur auquel j'ai un peu contribué sur l'étalement urbain, parce qu'il y a des révisionnistes à propos d'étalement urbain. Et la journaliste a fait un assez beau boulot et a essayé de chercher des chiffres. Et alors on se rend compte que il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, l'Institut de statistique, enfin tout le monde s'y intéresse politiquement, c'est un sujet très, très, très important. Eh bien ça peut varier du simple au double, d'après ce que je vois, selon les chercheurs et selon les méthodes. Vous savez, c'est ce cliché du « on construit tous les 10 ans l'équivalent d'un département ». Alors lisez l'article du Moniteur, c'est il y a quelques semaines, il se retrouve facilement, donc on voit que ça n'est pas si simple à appréhender. Toujours est-il que quand tu circules ou que tu regardes une image aérienne, en effet, on voit bien le centre historique et autour, ce tapis de lotissement, ce tapis, les grands ensembles qui sont presque plus rien dans cette histoire. La banlieue n'est plus un sujet. En revanche, ces lotissements qui s'étalent à l'infini. Et alors là, la question du chiffre est posée. Hein. C'est peut-être la moitié de la population qui vit hors la ville. À peu près, oui. Donc à 800 mètres d'une école, à 800 mètres du lieu de travail, 800 mètres d'un commerce. Dans l'absence totale d'espace public, on sait tous, sauf la fameuse raquette de retournement de cette voie autour des maisons, et parfois d'un petit square imposé quand même par le permis de construire de l'époque, square ridicule où quelques mobylettes rôdent. Enfin, on connaît tous ce genre d'environnement. Et donc l'espace public n'existe pas. En effet, il ne s'agit pas d'y faire des places. C'est pas à l'échelle. Et on n'en a pas les moyens. Donc l'hypothèse
qu'on développe, et on verra en quoi elle a du sens pour des paysagistes, c'est de se dire que quand même cette frange entre... Vous voyez, on a tous en tête quand même ce petit grillage au bout du lotissement avec après la lune, c'est-à-dire le labour où 2 fois par an un type passe avec un tracteur air conditionné, radio et tous les produits. C'est ça le rapport à la campagne, et quand le type du lotissement veut aller se promener dans la campagne, comme il n'y a pas de chemin, il prend sa voiture et il va ailleurs. Donc pas de relation du tout, sinon conflictuelle avec la campagne. Même phénomène aux États-Unis d'ailleurs aujourd'hui. De grands conflits entre les nuisances agricoles et la ville. On est tous convaincus que cette frange pourrait être de nature très différente, à l'image des clichés médiévaux qu'on a tous. C'est-à-dire, il y a, au bout du jardin, il y a le... Enfin non, justement, derrière la maison, il y a le jardin, et puis il y a le potager, puis il y a le verger, puis il y a quelques prés communs, puis la campagne ouverte. Pas cette situation de camp. Et on imagine bien que ce serait facile, et on le dessine, et on le surdessine. On l'a fait pour le Grand Paris avec Jean Nouvel, ça n'a intéressé, mais alors vraiment, que Sarkozy, bizarrement. Personne, très peu de journalistes ont été intéressés par le sujet, donc c'était contre toute attente. Mais personne ne s'intéresse au sujet. Ça n'intéresse pas. C'est un phénomène de société énorme. On le voit à chaque... Pourquoi c'est énorme ? Je veux dire, chaque élection, de plus en plus, nous montre à quel point c'est là que le danger existe. Je veux dire, c'est là qu'il y a les votes populistes. C'est là qu'il y a le vote populiste, et ça ne s'arrangera pas. C'est une situation tellement précaire qu'évidemment, ça génère cela. Donc, cette création d'un espace public-là est clé. On voit bien que cette absence est terrible. L'absence, on la voit très bien, mais l'espace public, c'est un concept très occidental. Ça a une longue histoire. Ça a une histoire qui est au départ quelque chose de peu formel. Hein. C'est l'agora des Grecs, et donc c'est l'antiforme par excellence. Et puis petit à petit, ça, avec l'histoire des villes au Moyen-Âge, etc., ça a pris une valeur esthétique, même les places florentines et tout le tintouin, etc. Voilà. L'espace public, c'est un mélange entre une idée de l'être ensemble et puis un catalogue formel, très beau, etc., qui bouge jusqu'au début du XXe siècle. Au XXe siècle, c'est comme si on n'arrivait plus ni à fabriquer vraiment de l'être ensemble, ni à fabriquer des espaces qui aient une valeur comme ça, qu'on reconnaît comme suite d'un héritage merveilleux. Alors, ce que l'on a tendance à appeler espace public aujourd'hui, c'est simplement des endroits de loisirs où on peut multiplier des activités du physique ou des choses comme ça. C'est un peu pauvre comme idée de l'espace public par rapport à toute l'histoire de l'Occident. Donc, quand l'absence d'espace public, elle est évidente dans tous les territoires que tu viens de décrire, mais si on en fabrique un, c'est pourquoi ? C'est pour la vie du corps, pour l'exultation sportive des corps, les joggers dans tous les sens, les poussettes, les machins, les trucs comme ça. Ou est-ce qu'il y a plus, quoi ? Alors, oui, ça c'est... Non, justement, ces systèmes de parcs américains, donc on repart rechercher notre référence, et après il faut que je revienne à mes lisières. Donc ces systèmes de parcs, moi je les ai beaucoup observés, et ce sont incontestablement des espaces publics. Alors, oui, des joggers, mais pas seulement. Je veux dire, pas seulement. Je veux dire, tout le monde. Faut imaginer. Alors, moi, j'ai travaillé à Minneapolis, enfin tenté d'y travailler, un tout petit peu travaillé, mais longtemps par contre. Tenté longtemps. Et j'ai beaucoup regardé ce système de parc qui fait 30 km de développé. Donc, il y a 30 km de façade de maisons sur le système de parc. C'est dans une ville moyenne, enfin, rien d'énorme. Donc le monument de cette ville, c'est le fleuve d'une part, mais c'est ce système de parc, le Lake Necklace, qui réunit un certain nombre de lacs et le Mississippi dans un réseau de parcs où beaucoup, on leur adresse beaucoup. Donc ça commence par le rapport entre la maison et cet espace. C'est-à-dire que on est dans son jardin et on n'est pas derrière ses tuyas, on est dans ce système de parc. Et il y a les trottoirs, et il y a les voies, et il y a effectivement quelques cyclistes, il y a les joggers, et il y a tout le monde dehors. C'est ahurissant. Le week-end, là, tout le monde est dans son jardin et dans cet espace public extraordinaire. Tous ces grands parcs fonctionnent comme ça. Ça marche vraiment. Je veux dire, ce sont véritablement des espaces publics, mais ce n'est pas la place du village. C'est d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça allie, me semble-t-il, une échelle extrêmement locale, c'est-à-dire mon jardin, mon driveway, mon trottoir, que je nettoie d'ailleurs, que je déneige,
et des gens qui vont circuler sur les 30 km, des gens qui viennent d'ailleurs. Enfin, moi, je suis convaincu que ce sont des espaces publics, vraiment, et on y circule en bagnole comme tout le monde aujourd'hui aussi, mais je suis dans mon système de parc, je suis dans mon parc avec ma voiture, et je rentre chez moi. Je rentre dans mon parc chez moi. Tu dis c'est le lieu de tous les gestes et de tous les frottements, quoi. Parce que, écoute, aujourd'hui, tout le monde vit en voiture. Je veux dire, nous, pas à Paris, d'accord. Mais tout le monde vit avec sa voiture. On emmène les gosses avec la voiture, on va faire les courses avec la voiture, on va travailler avec la voiture, avec les voitures. Et où Où? Parce que ces lotissements ont été reliés par des ingénieurs géniaux, et si tu n'as pas ton GPS, tu es perdu. Tu erres de rond-point en rond-point, de contournement en contournement, de nouvelles rocades en nouvelles rocades, tu es perdu. En Amérique, je ne suis jamais perdu. Tu n'as pas besoin de GPS en Amérique, ou tu es dans la grille de Thomas Jefferson, président architecte, ou tu es dans les systèmes de parcs, qui d'ailleurs souvent s'inscrivent sur les anciens chemins des Indiens. Donc, et ces systèmes de parcs étant parfaitement corrélés à la géographie naturelle, tu t'y perds jamais. Tu atterris à Washington, tu vas au centre, tu suis la vallée. Et tu arrives, naturellement, au bord de la rivière, tu arrives dans la ville. Une fois que tu es là, tu es peinard, c'est la grille, tu ne te trompes jamais. Jamais, j'ai fait des milliers de miles en conduisant aux États-Unis sans aucune carte. Tu comprends, ça va, c'est facile. Ce qui est d'intéressant dans ces systèmes de parcs, c'est que oui, je rentre dans le parc, coude à la portière, je profite de ce parc, je longe un lac et ma maison est là, avec les autres. C'est un espace public que je pratique avec ma voiture, oui, j'y suis. Et le vélo et le jogger, mais aussi tous les jours avec ma bagnole. Imagine la vie du type qui s'est tapé tous les ronds-points, la rocade, le centre commercial, un boulot merdique dans une zone d'activité qui finit dans la raquette de retournement du lotissement. Mais c'est l'enfer. Je veux dire, c'est un cauchemar. Ouais. C'est un cauchemar, mais c'est un cauchemar très partagé. Donc oui, il y a urgence. Je trouve que c'est vraiment un problème. Il y a urgence, mais personne ne fait rien et on ne demande pas encore aux paysagistes de travailler là-dessus. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu annonces une catastrophe prévisible. Mais enfin, tout le monde l'annonce, on le sait que ce sera bien pire que ce qui se passe dans les grands ensembles, ce qui va se passer dans les lotissements. Mais fabriquer justement quelque chose qui pourrait être une autre façon d'être ensemble grâce à des espaces publics dans ces lieux-là, à l'articulation de la ville et de la campagne, personne n'y travaille. Alors, les paysagistes y travaillent sérieusement. Je veux dire, j'ai de nombreux confrères qui se passionnent pour ce sujet. Alors, on essaie de comprendre, donc on essaye de convaincre. Nouvelle était allée voir une ministre éphémère de l'écologie récente, mais ça n'a pas intéressé, visiblement. À Saclay, on essaye de faire ça. Parce que le grand sujet, c'est qu'on voit bien, ce serait quoi cet espace public qu'on peut faire? C'est un mélange entre une agriculture un peu plus liée à la ville et une forme d'espace public assez rudimentaire. Au moins des chemins, au moins des prés communs, peut-être quelques terrains de sport, peut-être quelques vergers communs, il y en a bien à Prague. On voit bien que c'est un mélange entre une petite agriculture et au service de la ville et un espace public assez rudimentaire. C'est pas compliqué. Le problème est qu'il faut des acteurs pour cela. Il faut que ça relève d'une économie. Il n'y en a pas. Donc tout le monde, le fantasme de l'architecte sur l'agriculture urbaine, super. Et qui le fait? Qui sont les dingues qui vont aller cultiver du maraîchage? Ça rapporte rien, c'est un boulot épouvantable. Donc, à part quelques militants, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Quelle est la part du PIB de l'agriculture? C'est nul, c'est 2%, je crois. C'est quelques pourcents. Quelqu'un s'y connaît? Moi pas, mais je sais que c'est très faible. C'est dérisoire. Et la frange dont on parle, c'est rien dans ce pourcentage-là. Donc, il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas d'acteur. Et qui a envie d'aller s'emmerder à ça? C'est peut-être un enjeu politique, ce qui n'est pas rien. Un enjeu politique. Donc, les tentatives les plus abouties, il y a des tentatives militantes. Un de mes confrères, Thierry Laverne, fait un travail d'élu, d'ailleurs, en tant que paysagiste et élu. Il agit, je crois, dans l'Essonne, il essaye des choses comme ça. On le tente tous, je veux dire, c'est un sujet qui nous excite beaucoup. Et par exemple, je l'essaye à Saclay. Donc, à Saclay, on a une bande. Alors, il y a une exposition sur Saclay qui le montre assez bien en ce moment à la Maison de l'Architecture. Depuis ce week-end, il y a eu des colloques ce week-end, on n'était pas très nombreux. Enfin, si, les clients, mais je veux dire, je vous invite à y aller, en tout cas, près de la gare de l'Est. Et en effet, il faut que les agronomes soient avec nous. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait
une prise de position des ingénieurs agronomes pour trouver les acteurs, l'économie, la logique économique de cette chose-là. Si c'est juste, parce qu'on fait tous des perspectives sublimes, les étudiants balancent des diplômes sur ce sujet, je veux dire, c'est très facile à dessiner. On peut faire des trucs très bien, mais la logique économique n'existe pas. Donc nous devons élaborer ça avec des ingénieurs agronomes, horticoles, et c'est ce qu'on tente à Saclay, qu'on va faire très vite. Mais à Saclay, la logique économique est là. La logique économique est là, et surtout les acteurs sont là. Donc on est en train de dessiner un système de parc qui fait 7 km de long. Le plateau de Saclay, c'est 7 km. Je ne décris pas le projet de Saclay, mais il y a une limite au nord entre des terrains agricoles très préservés, sanctuarisés, il y a 1400 hectares qu'on ne touchera jamais, et les urbanistes ont travaillé de sorte à être très compacts, et donc à dégager une surface en plus de l'agriculture sanctuarisée pour qu'on y installe un système de parc qui permettent justement d'expérimenter cette limite entre les campus, les quartiers et la campagne. Tu veux dire qu'on n'en est encore qu'au stade expérimental sur cette question des lisières entre l'agriculture et le développement périurbain? Expérimental pourquoi? Le dessiner n'est pas compliqué, le construire n'est pas compliqué. Trouver des logiques, des pratiques, c'est ça la difficulté. Et alors pour Saclay, on a des terres expérimentales des écoles, de l'INRA, d'Agro et de l'université. On a la gestion des eaux des quartiers, on a des promenades, etc. Enfin, on essaye d'y inventer ce qu'on appelle, un peu barbare, une ingénierie écologique au service de la ville. Alors tout le monde travaille là-dessus. Mais plutôt que ce soit juste un vague marigot au fond d'une parcelle, l'idée, c'est de se dire on va s'en servir à rebours, comme j'essayais de le dire, pour recomposer nos villes. Et Saclay, pour moi, est un... Alors, s'il y a besoin de tous ces acteurs pour arriver à envisager une solution sur des territoires qui sont effectivement maintenant très grands, il n'y a pas qu'à Saclay qu'il y a des occasions de ce type. Quel est le rôle du paysagiste là-dedans? S'il y a besoin des agronomes, des urbanistes, des architectes, des agriculteurs, des choses comme ça. Le paysage vient de tout ça. La part apportée par le paysagiste, c'est quoi? C'est d'arriver à les mettre tous ensemble et de les faire se parler? Oui, évidemment, l'agronome n'est pas amené à dessiner un espace public. L'architecte, à mon avis, n'est pas à l'échelle. Il ne comprendra pas le milieu dans lequel il est. 7 km, il ne voit pas. Je dirais pourquoi. L'ingénieur environnemental qui doit gérer la gestion des eaux, la fabrication d'éventuelles biomasses aura ses préoccupations. Il faut dessiner un tout avec ça. Et la cohérence vient en effet de la maîtrise de l'espace. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça ressemble? Comment on le pratique? C'est grand comment? C'est dessiné comment? Oui, il faut une mise en cohérence de tout cela. C'est-à-dire que c'est le paysager qui va faire une ossature pour tout ça. Oui. D'accord. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, les plus anciennes photographies du système de parc d'Olmsted à Boston, on a l'impression de voir des morceaux de campagne, comme si ces outils, ça pouvait être des prés, des bois, et puis aussi des cours de tennis, etc. C'est une sorte de palette de choses assez diverses, mais comme si c'était déjà une néo-campagne, quoi. C'est déjà il y a 100 ans. Oui, mais alors attention, c'était... Enfin, c'est une époque, donc moi je n'ai pas cette culture, mais j'ai justement les relations entre Olmsted, Emerson et Thoreau, donc ces philosophes transcendantalistes, enfin, en gros ce que j'en ai compris en lisant un peu et en allant voir, c'est extrêmement naturaliste. Donc l'écriture d'Olmsted, à part les chemins qui sont moins maîtrisés je trouve, mais est très très correcte d'un point de vue écologique. Ce sont des prés, des marais, des bois. C'est tout. Hein. C'est un jeu avec... Alors, c'est un peu théorique, parce qu'en vrai, quand on voit les photos dont tu parles, c'est moins beau que ça. Il y avait aussi des alignements d'arbres, il y avait aussi des chemins, il y avait aussi des effets d'architecture, comme nous tous. Les photos ne sont pas des témoins très, très exacts de... Ah, si, justement. Malheureusement, le discours était celui-là, le résultat aujourd'hui est celui-là, mais quand on voit les photos, je peux imaginer qu'il y avait aussi des pratiques liées à l'architecture, enfin, qui sont datées, mais ça c'est inévitable, voilà, c'est comme ça, nous avons les nôtres. Il y a une datation. Mais oui, c'était un jeu avec des éléments très... Dans la situation actuelle, c'est justement, est-ce qu'il y a un catalogue moderne, enfin contemporain d'aujourd'hui? Est-ce que ça va être un bassin de retenue des eaux, un truc de décantation des pollutions? Je fais exprès de dire des choses qui ne sont pas forcément agréables à regarder,
parce que ça fait partie justement de l'ingénierie écologique. Oui, donc c'est effectivement une espèce de petite campagne très liée aux pratiques, et donc très liée sans doute à une miniaturisation de la campagne. Aussi parce que ce dessin nous aide à donner une forme intelligente à ces étalements urbains. Je veux dire, et parce qu'il ne faut pas galvauder la géographie naturelle. C'est-à-dire justement, bien d'autres ont continué aux États-Unis à entourer les lotissements par des pseudo-systèmes de parcs. Mais lorsque ceux-ci n'ont pas de relation avec une géographie naturelle, ils ne tiennent pas dans le temps. Ils ne tiennent pas, ils sont un décor qu'on peut tout à fait aliéner, enfin qu'on peut transformer, détruire. Il y a les bons et les mauvais systèmes de parcs. Pour moi, les bons sont ceux qui sont vraiment très intimement liés à cette amplification d'une géographie naturelle. Ceux qui sont juste une espèce de décor verdasse qui ceinture les lotissements ne valent rien. Ils ne sont pas mieux que ces lotissements. Enfin, c'est mieux que s'ils ne sont pas là, mais ça ne vaut pas grand-chose. Donc, il serait dangereux qu'un plagiat du système de parc aujourd'hui nous conduise à faire cette espèce de pseudo-nature pour joggers autour de nos lotissements. Je pense qu'il faut quelque chose de plus intelligent, de plus riche, de plus articulé, à la fois avec les formes construites, les parcelles quand même, et avec les parcelles agricoles. Oui, redonner une échelle et quelque chose lié aux pratiques. Mais peut-être que la vraie réponse n'est pas celle-là, c'est de dire ça dépend où. Si on est en présence d'une géographie naturelle formidable... C'est la question que j'allais te poser. Si on est devant un champ mal remembré, jamais remembré correctement, oui, ce dessin pseudo-agricole a un sens. Et puis il y a peut-être d'autres choses, des situations plus urbaines, plus artificielles, où d'autres solutions existent. Et tout de même, si j'aime cette évidence américaine, je suis aussi sensible à la complexité. Je veux dire, oui, nos territoires sont complexes, nos sociétés sont complexes. Il ne s'agit pas d'être simplet non plus. Les situations sont multiples, sont très diverses. Ce qui est d'ailleurs réjouissant. Un jour, je me suis amusé comme ça à prendre toute une série de plans, de projets que nous avons en cours. En général, des bureaux colombiens ont 100 projets. En général, on travaille longtemps sur une centaine de projets, des petits, des grands, des qui durent, des qui ratent. Et on a pris 100 plans. Et ils sont tous différents. Ce qui est assez extraordinaire quand même, c'est que par rapport à ce fantasme parfois d'une homogénéisation qui pourrait couvrir tout, ben non, jamais, jamais. Il y a la complexité de la société, la complexité des sites, le hasard peut-être fait que comme nous avons tous des figures assez différentes, eh bien, les situations sont malgré tout toujours très différentes. Et ça, c'est réjouissant, malgré des logiques universelles. Mais quand tu parles de saisir l'occasion d'un part de géographie naturelle pour que ça tienne dans le temps, on ne sait pas, il ne reste pas toujours grand-chose. Mais là, par exemple, ce que tu as fait à Bordeaux, sur la rive droite, tu as cherché, parce que tu l'as souvent expliqué, tout ce qu'il peut y avoir comme traces de circulation de l'eau qui avait rapport avec une période antérieure à la constitution du port, même, quelque chose. Mais quand même, c'est très ténu. Et finalement, lorsqu'on se promène et qu'on ne sait rien, la première fois que je suis allé à Bordeaux, je ne savais rien de la façon dont tu avais travaillé. Je me suis juste promené j'avais l'impression de me promener avec un plaisir modernisé que j'avais vécu au Jardin du Luxembourg, c'est-à-dire cette immensité d'espaces publics à l'ombre des arbres, des arbres plantés de manière régulière. Donc c'est pas une écriture formelle, mais c'est une attitude totalement volontariste et artificielle sur le territoire. Et pourtant, ça fonctionne merveilleusement bien. Alors c'est justement intéressant ce que tu dis. Enfin, c'est le bon exemple. Donc à Bordeaux, enfin tout le monde a pu voir, donc on parle de la rive droite, sur lequel il y a eu des multitudes de projets allant de Ricardo Bofill à Dominique Perrault, à nous et maintenant plein d'autres. Enfin, voilà. Et en effet, et Corajou y était. Corajou, on était avec lui et Juppé un jour, et puis on devait réfléchir dans le cadre d'une charte qu'on a fait pour la ville à cette rive droite pour un plan Garonne, un truc un peu incertain. Puis on regarde tout ce truc, on se dit il faut donner de la place au fleuve, quoi. Il faut qu'on prenne un grand recul. Je peux dire, oui, il faut qu'on fasse ça. Enfin, je caricature, mais ça s'est passé aussi bêtement que ça.
Et ça allait à l'encontre d'ailleurs de tous les projets urbanistiques de l'époque. C'était absolument pas conçu. Et d'ailleurs, je le dis en passant, un des arguments pour convaincre Juppé, c'est de lui dire, mais attendez, votre rive droite, là, c'est 1000 hectares, vous devriez en toute logique avoir 150 hectares de parc. Il y avait un très beau jardin botanique, quelques autres petites structures, quelques squares, mais rien. Donc on lui dit, il faut construire 150 hectares. Bon, ça sera 50. Mais à la fin, c'est passé 90 face à... Mais là, c'est dans les textes réglementaires, ils ont acheté les terrains. C'était gentil de parler au passé, mais ce parc, nous ne faisons que le commencer. Oui. Le fric a été mis dans l'achat des terrains, donc c'est fait, c'est irréversible. En revanche, l'aménagement dans cette situation difficile qu'on vit depuis des années maintenant se fait très 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 lentement, mais se fait. Mais c'est un processus de 30 ans. Oui, ça se fait. C'est pas grave que ce soit pas fini. Non, enfin, quand même. Oui, non, mais il y a déjà du plaisir à être là alors que ça n'est pas fini. C'est pour moi un grand plaisir d'avoir convaincu un maire, une ville de faire ça. Je veux dire, c'était vraiment, on était contre l'agence d'urbanisme. On avait des hostilités terribles. Mais, alors maintenant, venons-en à l'écriture. Du coup, quand on a dessiné ça, on a dit, bah oui, c'est une forêt alluviale qui longe le fleuve. Donc c'est un morceau de géographie naturelle. Et Perrault, lui, avant nous, il avait fait un superbe dessin pour le quartier de la Bastide, qui s'inscrivait dans la structure industrielle. Alors au début, pour faire le malin, il m'est même arrivé d'opposer cette vision d'une géographie naturelle contre cet artifice de Dominique Perrault. Et puis en fait, c'est les deux. Pourquoi ? Parce qu'en effet, toute cette rive droite était occupée par des parcelles industrielles, que ce parcellaire est beau, qu'il est une sorte de démesure, c'est très grand, et que d'autre part, il se libère progressivement. Donc l'idée que nous avons développée, c'est de dire, on va progressivement s'installer chaque fois qu'il y a libération d'une parcelle. Ce sera nécessairement un artifice, parce que cette parcelle a une forme artificielle, mais tous ces artifices ensemble ont bien l'échelle d'une géographie naturelle que nous cherchons, qu'on cherche à rejoindre. Donc vu de loin, vu d'avion, et à terme, ce sera une espèce de forêt alluviale le long du fleuve, mais aujourd'hui, ce sont des jardins un peu diffus qui sont strictement des sortes de pépinières dans les traces des parcelles agricoles, industrielles, pardon. D'ailleurs, lapsus pas tout à fait stupide, parce que cette industrie s'est installée exactement dans les traces agricoles qui précédaient. Et d'ailleurs, l'agriculture avait lancé des systèmes de drainage, des jalles ou estais selon les rives, qui allaient drainer l'eau jusqu'au fleuve. Moi, je sais, j'ai exploré tout ça avec Alexandre Chemetov une fois, et il disait qu'il n'y aurait rien de plus facile que de travailler sur les restes, les abandons des systèmes de drainage qu'il y avait sur la presqu'île. C'est que tout le travail était fait, quoi, en gros. Bon, ça se restaure, il y a une conscience qui progresse autour de ça. En tout cas, c'est ce qu'on fait sur la rive droite. Et donc c'est intéressant parce que, oui, c'est une géographie, mais on ne va pas faire une fausse nature. Donc ce sera à terme à l'échelle de la géographie naturelle, mais ce que nous faisons est un artifice assumé. D'ailleurs, Jean-Paul Robert, avec qui on tente de faire un livre en ce moment, souvent me l'a dit, c'est « Attention, vous parlez de géographie comme s'il n'existait que la géographie naturelle ». Et évidemment qu'une immense part des paysages que l'on observe sont le produit du travail des hommes, et on doit travailler avec cet artifice. Donc c'est vrai que... Ce que tu fais à Caen, c'est ça aussi. Ah oui, ce n'est que de l'artifice. Que de l'artifice, oui. Mais donc on revient à cette histoire de l'école française où on s'intéresse à toutes ces structures, qu'elles soient liées à des phénomènes naturels, je le répète, ou à des actions agricoles, urbaines, techniques, industrielles. Décrypter ces mécanismes me semble toujours très important, et j'aime imaginer que mes projets sont la transcription, je sais pas comment, je deviens fatigué, j'oublie le mot que j'utilise habituellement, mais enfin, oui, on utilise ça, mais pas littéralement. On ne plagie pas ni la nature, ni non plus le travail d'un agriculteur, donc on en fait autre chose. Mais on s'inscrit dans ce que l'on en comprend. Mais c'est quand même, on a l'impression que tu t'es emparé d'une vraie culture rurale quand même.
Pas pour la copier, comme tu dis, évidemment, c'est pas singer les agriculteurs, mais c'est comme si dans l'histoire des campagnes, il y avait toute une culture formelle, comme ça, et une culture aussi, une façon d'appréhender l'espace à grande échelle, qui étaient les deux éléments de base de la manière dont tu peux approcher les territoires, et que finalement, que ce soit artificiel ou naturel, il y a cette culture comme ça de la gestion rurale qui fait l'originalité de ton travail. Alors, pas du mien. À la limite, ça c'est vraiment Corageau qui a amené ça. Je veux dire, cette intelligence des structures campagnardes et leur transposition, c'était le mot que je cherchais, dans des projets, c'est vraiment lui. Je veux dire, il avait un vrai amour de la campagne et une observation très fine, justement, même des sillons. La campagne, c'est quoi? Il faut que tu enlèves l'eau, il faut que tu en ramènes, il faut que tu joues avec l'eau. L'enlever, la stocker, drainer ou au contraire irriguer. Donc, des archaïsmes assez évidents. Il faut que ça descende dans le bon sens, il faut que tu te protèges du vent, il faut que tu trouves une échelle, une mesure pour te protéger du vent. Donc des tas de contraintes physiques tout à fait archaïques et élémentaires avec lesquelles il faut composer et qui déterminent des paysages assez, non pas universels du coup. Tu as quelques règles du jeu et qui doivent s'adapter à des sites, eux, tous différents. Différents, oui, avec des solutions différentes. Ce qui est souvent très beau, justement, c'est comment des besoins similaires donnent des formes très différentes en fonction de réalités géographiques, naturelles, pour le coup, très différentes. Donc ça, c'est l'école française. Et je vois bien que beaucoup de mes confrères français ont toujours ça en tête. C'est vraiment la base de notre écriture, une attention à ces structures et leur transposition. Et c'est fragile. C'est fragile parce que j'ai des frères ennemis comme ça, Adrian Reuss, James Corner, qui sont vraiment des frères ennemis, qui arrivent avec une fantaisie formidable et ils envoient bouler tout ça, ils font un truc qui est très bien. Autre chose, qui n'a rien à voir, un artifice tout à fait nouveau, et c'est très bien. Donc il y a des limites à notre travail aussi, c'est que parfois, nous pourrions tendre vers un académisme. C'est-à-dire que l'évocation permanente de structures parfois désuètes peut conduire à une chose sans aucun intérêt, illisible et pas drôle. Ça ne suffit pas. Alors, j'en suis souvent là, je suis souvent d'ailleurs des critiques avec qui j'ai des conversations pour écrire un livre ou un article me conduisent à me poser cette question. Il m'apparaît parfois que cette école française peut devenir ou devient d'un académisme pénible. C'est-à-dire l'esthétique de la trace, voire de la pseudo-trace, c'est-à-dire l'espèce de trait diagonal dont on ne comprend plus très bien pourquoi. Alors c'est vrai en architecture bien pire. Il y a une tendance française à la reconduction de modèles formels. L'académisme en France, c'est un phénomène... D'ailleurs, les architectes devraient arrêter de décaler les fenêtres sur les façades une fois pour toutes, parce que je dois dire que j'ai ici même quelques difficultés à retrouver le sens de la verticale. L'académisme est une tendance française, c'est vrai, plus qu'ailleurs. C'est vrai. Donc, pardon, je continue. Oui. Donc, en effet... Bonne question après. Quand je dis transposition, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Oui, il faut comprendre ces traces, oui, il faut comprendre ces mécanismes et en faire autre chose. Et cette autre chose doit être à l'échelle. Et en le faisant à l'échelle, bien évidemment, c'est autre chose. On n'est pas dans l'esthétique, dans la citation de la trace, on n'est pas dans le plagiat, quelque chose d'autre se produit. Donc c'est ni un... Non, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot culture comme quelque chose de profond, et qui n'est pas forcément... qui ressort transposé pour ton vocabulaire. Oui, donc c'est exactement ça, et c'est facile à dire. Et finalement, tout le monde n'est pas bon là-dedans. Alors là, c'est en toute modestie. C'est effectivement, je trouve que j'étais un jury hier où il y avait 200 projets analysés, un truc assez fatigant, dont des équipes qui avaient architectes, enfin pas projet, mais dossier, pardon, sélection de candidats, 200 équipes, crise, architectes, scénographes, paysagistes. Et à la fin, cet académisme est pénible. Tout se ressemble, et ça ressemble à une campagne, mais ce n'en est pas une. Donc il y a des limites à ce que je raconte, et ça tient, je crois, au talent de certains qui tout d'un coup recomposent bien. C'est la bonne échelle, c'est le bon truc, et ces traces suffisent, et leur recomposition a du sens, a de la force, éventuellement belle. On n'y arrive pas toujours. Moi, j'ai fait de mauvaises transpositions. C'était pas assez, c'était trop littéral. Il manquait de... tu verras que la suite de Bordeaux ne sera pas comme le début. On change de pas.
Se tromper de pas. Le grain n'est pas bon, je trouve. Mais bon, c'est pas facile. C'est là où on revient aux questions du début, le sens de l'échelle. Oui, c'est quand même un vrai métier. Par exemple, la densité. Quelle densité faut-il pour que ça existe ? Quelle maîtrise dans le temps ? Du coup, quel grain tout de suite, quel grain plus tard ? Est-ce à l'échelle ? C'est vraiment un métier. Je suis convaincu que c'est un métier.